Bonjour, bienvenue sur la Van Morgane. Oh bon, je cherche le micro, ça y est, je l'ai trouvé. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis à un endroit où il y a une route devant moi, donc il y aura peut-être le bruit de quelques voitures. Pas beaucoup normalement. J'espère qu'elles seront peu nombreuses. Il y a quelques pêcheurs qui s'extasient sur leur prise aussi, voilà. Très bien. J'avais envie de reprendre Marcel Proust, allez savoir pourquoi. En fait, j'avais envie de plusieurs lectures. C'est celle-ci qui l'a emportée. Et Jane Eyre aussi. Je vais faire une seconde lecture après si j'ai le temps, si le soleil me le permet. Alors, nous continuons du côté de chez Swann. Enfin, là, c'est dans l'édition Quarto. Donc, il y a du côté de chez Swann, Combray 1, Combray 2, Un amour de Swann, et troisième partie, Nom de pays, le nom. Donc, c'est parti. Troisième partie, Nom de pays, le nom. Parmi les chambres dont j'évoquais le plus souvent l'image dans mes nuits d'insomnie, aucune ne ressemblait moins aux chambres de Combray, saupoudrées d'une atmosphère grenue, pollinisée, comestible et dévote, que celle du grand hôtel de la plage, à Balbec, dont les murs passés au ripolin contenaient, comme les parois polies d'une piscine où l'eau bleuit, un air pur, azuré et salin. Le tapissier bavarois, qui avait été chargé de l'aménagement de cet hôtel, avait varié la décoration des pièces et sur 3 côtés fait courir le long des murs, dans celle que je me trouvais habiter, des bibliothèques basses, à vitrines en glace, dans lesquelles, selon la place qu'elles occupaient, et par un effet qu'ils n'avaient pas prévu, telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait, déroulant une frise de claire marine qu'interrompaient seuls les pleins de l'acajou. Si bien que toute la pièce avait l'air d'un de ces dortoirs modèles qu'on présente dans les expositions Modern Style du mobilier, où ils sont ornés d'œuvres d'art qu'on a supposées capables de réjouir les yeux de celui qui couchera là, et auxquels on a donné des sujets en rapport avec le genre de site où l'habitation doit se trouver. Mais rien ne ressemblait moins non plus à ce Balbec réel que celui dont j'avais souvent rêvé, les jours de tempête, quand le vent était si fort que Françoise, en me menant aux Champs-Élysées, me recommandait de ne pas marcher trop près des murs pour ne pas recevoir de tuiles sur la tête et parlait en gémissant des grands sinistres et naufrages annoncés par les journaux. Je n'avais pas de plus grand désir que de voir une tempête sur la mer, moins comme un beau spectacle que comme un moment dévoilé de la vie réelle de la nature. Ou plutôt, il n'y avait pour moi de beaux spectacles que ceux que je savais qui n'étaient pas artificiellement combinés pour mon plaisir, mais étaient nécessaires, inchangeables. Les beautés des paysages ou du grand art. Je n'étais curieux, je n'étais avide de connaître que ce que je croyais plus vrai que moi-même, ce qui avait pour moi le prix de me montrer un peu de la pensée d'un grand génie, ou de la force ou de la grâce de la nature telle qu'elle se manifeste livrée à elle-même, sans l'intervention des hommes. De même que le beau son de sa voix, isolément reproduit par le phonographe, ne nous consolerait pas d'avoir perdu notre mère, de même une tempête mécaniquement limitée m'aurait laissé aussi indifférent que les fontaines lumineuses de l'exposition. Je voulais aussi, pour que la tempête fût absolument vraie, que le rivage lui-même fût un rivage naturel, non une digue récemment créée par une municipalité. D'ailleurs, la nature, par tous les sentiments qu'elle éveillait en moi, me semblait ce qu'il y avait de plus opposé aux productions mécaniques des hommes. Moins elles portaient leur empreinte et plus elles offraient d'espace à l'expansion de mon cœur. Or, j'avais retenu le nom de Balbec que nous avait cité le Grandin, comme d'une plage toute proche de ces côtes funèbres, fameuses par tant de naufrages qu'enveloppe 6 mois de l'année le linceul des brumes et l'écume des vagues. On y sent encore sous ses pas, disait-il, bien plus qu'au Finistère lui-même, et quand bien même des hôtels s'y superposeraient maintenant sans pouvoir y modifier la plus antique ossature de la terre,
On y sent la véritable fin de la terre française, européenne, de la terre antique. Et c'est le dernier campement de pêcheurs, pareils à tous les pêcheurs qui ont vécu depuis le commencement du monde en face du royaume éternel des brouillards de la mer et des ombres. Un jour qu'à Combray, j'avais parlé de cette plage de Balbec devant M. Swann afin d'apprendre de lui si c'était le point le mieux choisi pour voir les plus fortes tempêtes, il m'avait répondu « Je crois bien que je connais Balbec. L'église de Balbec du XIIe et XIIIe siècle, encore à moitié romane, est peut-être le plus curieux échantillon du gothique normand et si singulière, on dirait de l'art persan. Et ces lieux qui jusque-là ne m'avaient semblé être que de la nature immémoriale, restée contemporaine des grands phénomènes géologiques, et tout aussi en dehors de l'histoire humaine que l'océan ou la grande ourse, avec ces sauvages pêcheurs pour qui, pas plus que pour les baleines, il n'y eut de Moyen-Âge, ça avait été un grand charme pour moi de les voir tout d'un coup entrer dans la série des siècles, ayant connu l'époque romane, et de savoir que le trèfle gothique était venu nervurer aussi ces rochers sauvages à l'heure voulue, comme ces plantes frêles mais vivaces qui, quand c'est le printemps, étoilent çà et là la neige des pôles. Et si le gothique apportait à ces lieux et à ces hommes une détermination qui leur manquait, eux aussi lui en conféraient une en retour. J'essayais de me représenter comment ces pêcheurs avaient vécu, le timide et insoupçonné essai de rapports sociaux qu'ils avaient tentés là, pendant le Moyen-Âge, ramassés sur un point des côtes d'enfer, au pied des falaises de la mort. Et le gothique me semblait plus vivant maintenant que séparé des villes où je l'avais toujours imaginé jusque-là. Je pouvais voir comment, dans un cas particulier, sur des rochers sauvages, il avait germé et fleuri en un fin clocher. On me mena voir des reproductions des plus célèbres statues de Balbec, les apôtres moutonnant et Camus, la Vierge du Porche, et de joie ma respiration s'arrêtait dans ma poitrine quand je pensais que je pourrais les voir se modeler en relief sur le brouillard éternel et salé. Alors, par les soirs orageux et doux de février, le vent, soufflant dans mon cœur, qu'il ne faisait pas trembler moins fort que la cheminée de ma chambre, le projet d'un voyage à Balbec, mêlait en moi le désir de l'architecture gothique avec celui d'une tempête sur la mer. J'aurais voulu prendre dès le lendemain le beau train généreux d'1h22 dont je ne pouvais jamais sans que mon cœur palpitât lire dans les réclames des compagnies de chemin de fer, dans les annonces de voyages circulaires, l'heure de départ. Elle me semblait inciser à un point précis de l'après-midi une savoureuse entaille, une marque mystérieuse à partir de laquelle les heures déviées conduisaient bien encore au soir, au matin du lendemain, mais qu'on verrait, au lieu de Paris, dans l'une de ces villes par où le train passe et entre lesquelles il nous permettait de choisir. Car il s'arrêtait à Bayeux, à Coutances, à Vitré, à Questembert, à Pontorson, à Balbec, à Lannion, à Lamballe, à Bénodet, à Pont-Aven, à Quimperlé, et s'avançait magnifiquement surchargé de noms qu'il m'offrait et entre lesquels je ne savais lequel j'aurais préféré par impossibilité d'en sacrifier aucun. Mais sans même l'attendre, j'aurais pu, en m'habillant à la hâte, partir le soir même, si mes parents me l'avaient permis, et arriver à Balbec quand le petit jour se lèverait sur la mer furieuse contre les écumes envolées de laquelle j'irais me réfugier dans l'église de style persan. Mais à l'approche des vacances de Pâques, quand mes parents m'eurent promis de me les faire passer une fois dans le nord de l'Italie, voilà qu'à ces rêves de tempête dont j'avais été rempli tout entier, ne souhaitant voir que des vagues accourant de partout, toujours plus haut, sur la côte la plus sauvage, près d'églises escarpées et rugueuses comme des falaises et dans les tours desquelles crieraient les oiseaux de mer, voilà que tout à coup, les effaçant, leur ôtant tout charme, les excluant parce qu'ils lui étaient opposés et n'auraient pu que l'affaiblir, se substituait en moi le rêve contraire du printemps le plus diapré. Non pas le printemps de Combray qui piquait encore aigrement avec toutes les aiguilles du givre, mais celui qui couvrait déjà de lys et d'anémones les champs de Fiesole et éblouissait Florence de fonds d'or pareils à ceux de l'Angelico. Dès lors, seuls les rayons, les parfums, les couleurs me semblaient avoir du prix, car l'alternance des images avait amené en moi un changement de front du désir et,
aussi brusque que ceux qu'il y a parfois en musique, un complet changement de ton dans ma sensibilité. Puis il arriva qu'une simple variation atmosphérique suffit à provoquer en moi cette modulation sans qu'il y eût besoin d'attendre le retour d'une saison. Car souvent dans l'une, on trouve égaré un jour d'une autre qui nous y fait vivre. Car souvent dans l'une, on trouve égaré un jour d'une autre qui nous y fait vivre, en évoque aussitôt, en fait désirer les plaisirs particuliers et interrompt les rêves que nous étions en train de faire, en plaçant, plus tôt ou plus tard qu'à son tour, ce feuillet détaché d'un autre chapitre dans le calendrier interpolé du bonheur. Mais bientôt, comme ces phénomènes naturels dont notre confort ou notre santé ne peuvent tirer qu'un bénéfice accidentel et assez mince jusqu'au jour où la science s'empare d'eux, et les produisant à volonté remettent en nos mains la possibilité de leur apparition, soustraite à la tutelle et dispensée de l'agrément du hasard, de même la production de ces rêves d'Atlantique et d'Italie cessa d'être soumise uniquement au changement des saisons et du temps. Je n'eus besoin pour les faire renaître que de prononcer ces noms. Balbec, Venise, Florence, dans l'intérieur desquels avait fini par s'accumuler le désir que m'avaient inspiré les lieux qu'ils désignaient. Même au printemps, trouver dans un livre le nom de Balbec suffisait à réveiller en moi le désir des tempêtes et du gothique normand. Même par un jour de tempête, le nom de Florence ou de Venise me donnait le désir du soleil, des lys, du palais des Doges et de Sainte-Marie-des-Fleurs. Mais si ces noms absorbèrent à tout jamais l'image que j'avais de ces villes, ce ne fut qu'en la transformant, qu'en soumettant sa réapparition à moi à leur loi propre. Ils eurent ainsi pour conséquence de la rendre plus belle, mais aussi plus différente de ce que les villes de Normandie ou de Toscane pouvaient être en réalité, et, en accroissant les joies arbitraires de mon imagination, d'aggraver la déception future de mes voyages. Ils exaltèrent l'idée que je me faisais de certains lieux de la terre, en les faisant plus particuliers, par conséquent plus réels. Je ne me représentais pas alors les villes, les paysages, les monuments, comme des tableaux plus ou moins agréables, découpés çà et là dans une même matière, mais chacun d'eux comme un inconnu, essentiellement différent des autres, dont mon âme avait soif et qu'elle aurait profit à connaître. Combien ils prirent quelque chose de plus individuel encore d'être désignés par des noms qui n'étaient que pour eux, des noms comme en ont les personnes. Les mots nous représentent des choses, une petite image claire et usuelle, comme celle que l'on suspend au mur des écoles pour donner aux enfants l'exemple de ce qu'est un établi, un oiseau, une fourmilière, choses conçues comme pareilles à toutes celles de même sorte. Mais les noms présentent des personnes. Et des villes qu'ils nous habituent à croire individuelles, uniques comme des personnes. Image confuse qui tire d'eux, de leur sonorité éclatante ou sombre, la couleur dont elle est peinte uniformément comme une de ces affiches, entièrement bleue ou entièrement rouge, dans lesquelles, à cause des limites du procédé employé ou par un caprice du décorateur, sont bleus ou rouges non seulement le ciel et la mer, mais les barques, l'église, les passants. Le nom de Parme, une des villes où je désirais le plus aller, depuis que j'avais lu La Chartreuse, m'apparaissant compacte, lisse, mauve et doux, si on me parlait d'une maison quelconque de Parme dans laquelle je serais reçu, on me causait le plaisir de penser que j'habiterais une demeure lisse, compacte, mauve et douce, qui n'avait de rapport avec les demeures d'aucune ville d'Italie, puisque je l'imaginais seulement à l'aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, où ne circule aucun air, et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendhalienne et du reflet des violettes. Et quand je pensais à Florence, c'était comme à une ville miraculeusement embaumée et semblable à une corolle, parce qu'elle s'appelait la Cité des Lys et sa cathédrale Sainte-Marie-des-Fleurs. Quant à Balbec,
C'était un de ces noms où, comme sur une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre d'où elle fut tirée, on voit se peindre encore la représentation de quelque usage aboli, de quelque droit féodal, d'un état ancien de lieu, d'une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes hétéroclites et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l'aubergiste qui me servirait du café au lait à mon arrivée, me menant voir la mer déchaînée devant l'église et auquel je prêtais l'aspect disputeur, solennel et médiéval d'un personnage de fabliau. Si ma santé s'affermissait et que mes parents me permissent, sinon d'aller séjourner à Balbec, du moins de prendre une fois pour faire connaissance avec l'architecture et les paysages de la Normandie ou de la Bretagne, ce train d'1h22 dans lequel j'étais montée tant de fois en imagination, j'aurais voulu m'arrêter de préférence dans les villes les plus belles. Mais j'avais beau les comparer. Comment choisir plus qu'entre des êtres individuels qui ne sont pas interchangeables, entre Bayeux, si haute dans sa noble dentelle rougeâtre et dont le faîte était illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe, Vitré, dont l'accent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien, le doux lamballe qui, dans son blanc, va du jaune coquille d'œuf au gris perle, Coutances, cathédrale normande, que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante, couronne par une tour de beurre. L'agnon avec le bruit, dans son silence villageois, du coche suivi de la mouche. Questembert, Pontorson, risibles et naïfs, plumes blanches et becs jaunes éparpillés sur la route de ces lieux fluviatiles et poétiques. Bénodet, nom à peine amarré que semble vouloir entraîner la rivière au milieu de ses algues. Pont-Aven, envolée blanche et rose de l'aile d'une coiffe légère qui se reflète en tremblant dans une eau verdie de canal. Quimperlé, lui, mieux attaché depuis le Moyen-Âge, entre les ruisseaux dont il gazouille et s'emperle en une grisaille pareille à celle que dessinent, à travers les toiles d'araignée d'une verrière, les rayons de soleil changés en pointes émoussées d'argent bruni. Ces images étaient fausses, pour une autre raison encore. C'est qu'elles étaient forcément très simplifiées. Sans doute ce à quoi aspirait mon imagination et que mes sens ne percevaient qu'incomplètement et sans plaisir dans le présent, je l'avais enfermé dans le refuge des noms. Sans doute, parce que j'y avais accumulé du rêve, ils aimantaient maintenant mes désirs. Mais les noms ne sont pas très vastes. C'est tout au plus si je pouvais y faire entrer 2 ou 3 des curiosités principales de la ville et elles s'y juxtaposaient sans intermédiaire. Dans le nom de Balbec, comme dans le vert grossissant de ces porte-plumes qu'on achète au bain de mer, j'apercevais des vagues soulevées autour d'une église de style persan. Peut-être même la simplification de ces images fut-elle une des causes de l'empire qu'elles prirent sur moi. Quand mon père eut décidé, une année, que nous irions passer les vacances de Pâques à Florence et à Venise, n'ayant pas la place de faire entrer dans le nom de Florence les éléments qui composent d'habitude les villes, je fus contraint à faire sortir une cité surnaturelle de la fécondation, par certains parfums printaniers de ce que je croyais être, en son essence, le génie de Giotto. Tout au plus, et parce qu'on ne peut pas faire tenir dans un nombre beaucoup plus de durée que d'espace, comme certains tableaux de Giotto eux-mêmes qui montrent à 2 moments différents de l'action un même personnage, ici couché dans son lit, là s'apprêtant à monter à cheval, le nom de Florence était-il divisé en 2 compartiments. Dans l'un, sous un dais architectural, je contemplais une fresque à laquelle était partiellement superposé un rideau de soleil matinal, poudreux, oblique et progressif. Dans l'autre, car ne pensant pas au nom comme à un idéal inaccessible, mais comme à une ambiance réelle dans laquelle j'irais me plonger, la vie non vécue encore, la vie intacte et pure que j'y enfermais, donnait aux plaisirs les plus matériels, aux scènes les plus simples, cet attrait qu'ils ont dans les œuvres des primitifs. Je traversais rapidement, pour trouver plus vite le déjeuner qui m'attendait avec des fruits et du vin de Chianti, le Ponte Vecchio encombré de jonquilles, de narcisses et d'anémones. Voilà, bien que je fusse à Paris, ce que je voyais et non ce qui était autour de moi. Même à un simple point de vue réaliste, les pays que nous désirons tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie véritable que le pays où nous nous trouvons effectivement. Sans doute si alors j'avais fait moi-même plus attention à ce qu'il y avait dans ma pensée,
quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n'était nullement une ville, mais quelque chose d'aussi différent de tout ce que je connaissais, d'aussi délicieux, que pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des fins d'après-midi d'hiver, cette merveille inconnue, une matinée de printemps. Ces images irréelles, fixes, toujours pareilles, remplissant mes nuits et mes jours, différencièrent cette époque de ma vie de celle qui l'avait précédée et qui aurait pu se confondre avec elle aux yeux d'un observateur qui ne voit les choses que du dehors, c'est-à-dire qui ne voit rien. Comme dans un opéra, un motif mélodique introduit une nouveauté qu'on ne pourrait pas soupçonner si on ne faisait que lire le livret, moins encore si on restait en dehors du théâtre à compter seulement les quarts d'heure qui s'écoulent. Et encore, même à ce point de vue de simple quantité, dans notre vie, les jours ne sont pas égaux. Pour parcourir les jours, les natures un peu nerveuses, comme était la mienne, disposent, comme les voitures automobiles, de vitesses différentes. Il y a des jours montueux et malaisés qu'on met un temps infini à gravir et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en chantant. Pendant ce mois, où je ressassais comme une mélodie sans pouvoir m'en rassasier ces images de Florence, de Venise et de Pise desquelles le désir qu'elles excitaient en moi gardait quelque chose d'aussi profondément individuel que si ça avait été un amour pour une personne, je ne cessais pas de croire qu'elles correspondaient à une réalité indépendante de moi, et elles me firent connaître une aussi belle espérance que pouvait en nourrir un chrétien des premiers âges à la veille d'entrer dans le paradis. Aussi, sans que je me souciasse de la contradiction qu'il y avait à vouloir regarder et toucher avec les organes des sens ce qui avait été élaboré par la rêverie et non perçu par eux, et d'autant plus tentant pour eux, plus différent de ce qu'ils connaissaient, c'est ce qui me rappelait la réalité de ces images, qui enflammait le plus mon désir, parce que c'était comme une promesse qu'ils seraient contentés. Et, bien que mon exaltation eût pour motif un désir de jouissance artistique, les guides l'entretenaient encore plus que les livres d'esthétique et plus que les guides, l'indicateur des chemins de fer. Ce qui m'émouvait, c'était de penser que cette Florence que je voyais proche mais inaccessible dans mon imagination, si le trajet qui la séparait de moi en moi-même n'était pas viable, je pourrais l'atteindre par un biais, par un détour, en prenant la voie de terre. Certes, quand je me répétais, donnant ainsi tant de valeur à ce que j'allais voir, que Venise était l'école de Giorgione, la demeure du Titien, le plus complet musée de l'architecture domestique au Moyen-Âge, je me sentais heureux. Je l'étais pourtant davantage quand, sorti pour une course, marchant vite à cause du temps qui, après quelques jours de printemps précoce, était redevenu un temps d'hiver, comme celui que nous trouvions d'habitude à Combray, la Semaine Sainte, voyant sur les boulevards les marronniers qui, plongés dans un air glacial et liquide comme de l'eau, n'en commençaient pas moins, invités exacts, déjà en tenue, qui ne se sont pas laissés décourager, à arrondir et à ciseler en leurs blocs congelés l'irrésistible verdure dont la puissance abortive du froid contrariait, mais ne parvenait pas à réfréner la progressive poussée, je pensais que déjà le Ponte Vecchio était jonché à foison de jacinthe et d'anémone, et que le soleil du printemps teignait déjà les flots du Grand Canal d'un si sombre azur et de si nobles émeraudes qu'en venant se briser au pied des peintures du Titien, il pouvait rivaliser de riches coloris avec elles. Je ne pus plus contenir ma joie quand mon père, tout en consultant le baromètre en déplorant le froid, commença à chercher quels seraient les meilleurs trains. Et quand je compris qu'en pénétrant après le déjeuner dans le laboratoire charbonneux, dans la chambre magique qui se chargeait d'opérer la transmutation tout autour d'elle, on pouvait s'éveiller le lendemain dans la cité de marbre et d'or, rehaussée de jaspe et pavée d'émeraude. Ainsi, elle et la cité des lys n'étaient pas seulement des tableaux fictifs qu'on mettait à volonté devant son imagination, mais existaient à une certaine distance de Paris qu'il fallait absolument franchir si l'on voulait les voir,
à une certaine place déterminée de la terre et à aucune autre, en un mot, était bien réelle. Elle le devint encore plus pour moi, quand mon père, en disant « En somme, vous pourriez rester à Venise du 20 avril au 29 et arriver à Florence dès le matin de Pâques. » Les fit sortir toutes deux non plus seulement de l'espace abstrait, mais de ce temps imaginaire où nous situons non pas un seul voyage à la fois, mais d'autres, simultanés et sans trop d'émotion puisqu'ils ne sont que possibles. Ce temps qui se refabrique si bien qu'on peut encore le passer dans une ville après qu'on l'a passé dans une autre, et leur consacra de ces jours particuliers qui sont le certificat d'authenticité des objets auxquels on les emploie, car ces jours uniques, ils se consument par l'usage, ils ne reviennent pas, on ne peut plus les vivre ici quand on les a vécus là. Je sentis que c'était vers la semaine qui commençait le lundi où la blanchisseuse devait rapporter le gilet blanc que j'avais couvert d'encre, que se dirigeait pour s'y absorber au sortir du temps idéal, où elle n'existait pas encore, les deux cités reines dont j'allais voir, par la plus émouvante des géométries, à inscrire les dômes et les tours dans le plan de ma propre vie. Mais je n'étais encore qu'en chemin vers le dernier degré de l'allégresse. Je l'atteignis enfin, ayant seulement alors la révélation que sur les rues clapotantes, rougies du reflet des fresques de Giorgione, ce n'était pas comme j'avais, malgré tant d'avertissements, continué à l'imaginer, les hommes majestueux et terribles comme la mer, portant leur armure au reflet de bronze sous les plis de leurs manteaux sanglants, qui se promènerait dans Venise la semaine prochaine, la veille de Pâques, mais que ce pourrait être moi, le personnage minuscule que, dans une grande photographie de Saint-Marc qu'on m'avait prêtée, l'illustrateur avait représenté en chapeau melon devant les porches. Quand j'entendis mon père me dire « Il doit faire encore froid sur le grand canal, tu ferais bien de mettre à tout hasard dans ta malle ton pardessus d'hiver et ton gros veston. » À ces mots, je m'élevai à une sorte d'extase. Ce que j'avais cru jusque-là impossible. Je me sentis vraiment pénétrée entre ces rochers d'améthyste pareils à un récif de la mer des Indes. Par une gymnastique suprême et au-dessus de mes forces, me dévêtant comme d'une carapace sans objet de l'air de ma chambre qui m'entourait, je le remplaçais par des parties égales d'air vénitien, cette atmosphère marine, indicible et particulière comme celle des rêves que mon imagination avait enfermée dans le nom de Venise. Je sentis s'opérer en moi une miraculeuse désincarnation. Elle se doubla aussitôt de la vague envie de vomir qu'on éprouve quand on vient de prendre un gros mal de gorge, et on dut me mettre au lit avec une fièvre si tenace que le docteur déclara qu'il fallait renoncer non seulement à me laisser partir maintenant à Florence et à Venise, mais même quand je serai entièrement rétablie, m'éviter d'ici au moins un an tout projet de voyage et toute cause d'agitation. Et hélas, il défendit aussi d'une façon absolue qu'on me laissât aller au théâtre entendre la Berma. L'artiste sublime, à laquelle Bergotte trouvait du génie, m'aurait, en me faisant connaître quelque chose qui était peut-être aussi important et aussi beau, consolé de n'avoir pas été à Florence et à Venise, de n'aller pas à Balbec. On devait se contenter de m'envoyer chaque jour aux Champs-Élysées, sous la surveillance d'une personne qui m'empêcherait de me fatiguer et qui fut Françoise, entrée à notre service après la mort de ma tante Léonie. Aller aux Champs-Élysées me fut insupportable. Si seulement Bergotte les eût décrits dans un de ses livres, sans doute j'aurais désiré de les connaître, comme toutes les choses dont on avait commencé par mettre le double dans mon imagination. Elle les réchauffait, les faisait vivre, leur donnait une personnalité, et je voulais les retrouver dans la réalité. Mais dans ce jardin public, rien ne se rattachait à mes rêves. Un jour, comme je m'ennuyais à notre place familière, à côté des chevaux de bois, Françoise m'avait emmenée en excursion, au-delà de la frontière que gardent à intervalles égaux les petits bastions des marchandes de sucre d'orge, dans ces régions voisines mais étrangères où les visages sont inconnus, où passe la voiture aux chèvres. Puis elle était revenue prendre ses affaires sur sa chaise adossée à un massif de lauriers. En l'attendant, je foulais la grande pelouse chétive et rase, jaunie par le soleil, au bout de laquelle le bassin est dominé par une statue quand, de l'allée,
s'adressant à une fillette à cheveux roux qui jouait au volant devant la vasque, une autre, en train de mettre son manteau et de serrer sa raquette, lui cria d'une voix brève « Adieu Gilberte, je rentre, n'oublie pas que nous venons ce soir chez toi après dîner !» Ce nom de Gilberte passa près de moi, évoquant d'autant plus l'existence de celle qu'il désignait qu'il ne la nommait pas seulement comme un absent dont on parle, mais l'interpellait. Il passa ainsi près de moi, en action pour ainsi dire, avec une puissance qu'accroissait la courbe de son jet et l'approche de son but. Transportant à son bord, je le sentais, la connaissance, les notions qu'avait de celle à qui il était adressé, non pas moi, mais l'ami qui l'appelait, tout ce que, tandis qu'elle le prononçait, elle revoyait ou du moins possédait en sa mémoire de leur intimité quotidienne, des visites qu'elles se faisaient l'une chez l'autre, de tout cet inconnu encore plus inaccessible et plus douloureux pour moi d'être au contraire si familier et si maniable pour cette fille heureuse qui m'en frôlait sans que j'y puisse pénétrer et le jetait en plein air dans un cri, laissant déjà flotter dans l'air l'émanation délicieuse qui l'avait fait se dégager, en les touchant avec précision, de quelques points invisibles de la vie de mademoiselle Swann, du soir qui allait venir, tel qu'il serait, après dîner, chez elle, formant, passager céleste au milieu des enfants et des bonnes, un petit nuage d'une couleur précieuse, pareil à celui qui, bombé au-dessus d'un beau jardin du Poussin, reflète minutieusement comme un nuage d'opéra, plein de chevaux et de chars, quelque apparition de la vie des dieux. Jetant enfin sur cette herbe pelée, à l'endroit où elle était, un morceau à la fois de pelouse flétrie et un moment de l'après-midi de la blonde joueuse de volant, qui ne s'arrêta de le lancer et de le rattraper que quand une institutrice à plumet bleu l'eût appelé, une petite bande merveilleuse et couleur d'héliotrope impalpable comme un reflet et superposée comme un tapis sur lequel je ne pus me lasser de promener mes pas attardés, nostalgiques et profanateurs, tandis que Françoise me criait « Allons, aboutenez voir votre paletose et filons !» et que je remarquais pour la première fois avec irritation qu'elle avait un langage vulgaire et, hélas, pas de plumet bleu à son chapeau. Retournerait-elle seulement aux Champs-Élysées? Le lendemain, elle n'y était pas, mais je l'y vis les jours suivants. Je tournais tout le temps autour de l'endroit où elle jouait avec ses amis, si bien qu'une fois où elles ne se trouvèrent pas en nombre pour leur partie de bar, elle me fit demander si je voulais compléter leur camp, et je jouais désormais avec elle chaque fois qu'elle était là. Mais ce n'était pas tous les jours. Il y en avait où elle était empêchée de venir par ses cours, le catéchisme, un goûter, toute cette vie séparée de la mienne que par 2 fois, condensée dans le nom de Gilberte, j'avais senti passer si douloureusement près de moi, dans le raidillon de Combray et sur la pelouse des Champs-Élysées. Ces jours-là, elle annonçait d'avance qu'on ne la verrait pas. Si c'était à cause de ses études, elle disait « C'est rasant, je ne pourrai pas venir demain, vous allez tous vous amuser sans moi », d'un air chagrin qui me consolait un peu. Mais en revanche, quand elle était invitée à une matinée et que, ne le sachant pas, je lui demandais si elle viendrait jouer, elle me répondait « J'espère bien que non, j'espère bien que maman me laissera aller chez mon amie. » Du moins, ces jours-là, je savais que je ne la verrais pas. Tandis que d'autres fois, c'était à l'improviste que sa mère l'emmenait faire des courses avec elle et le lendemain, elle disait « Ah oui, je suis sortie avec maman », comme une chose naturelle et qui n'eût pas été pour quelqu'un le plus grand malheur possible. Il y avait aussi les jours de mauvais temps où son institutrice, qui pour elle-même craignait la pluie, ne voulait pas l'emmener aux Champs-Élysées. Aussi, si le ciel était douteux, dès le matin je ne cessais de l'interroger et je tenais compte de tous les présages. Si je voyais la dame d'en face qui, près de la fenêtre, mettait son chapeau, je me disais « Cette dame va sortir. Donc il fait un temps où l'on peut sortir. Pourquoi Gilberte ne ferait-elle pas comme cette dame ?» Mais le temps s'assombrissait, ma mère disait qu'il pouvait se lever encore, qu'il suffirait pour cela d'un rayon de soleil, mais que plus probablement il pleuvrait. Et s'il pleuvait, à quoi bon aller aux Champs-Élysées ? Aussi, depuis le déjeuner, mes regards anxieux ne quittaient plus le ciel incertain et nuageux. Il restait sombre. Devant la fenêtre, le balcon était gris. Tout d'un coup, sur sa pierre maussade, je ne voyais pas une couleur moins terne, mais je sentais comme un effort vers une couleur moins terne, la pulsation d'un rayon hésitant qui voudrait libérer sa lumière.
Un instant après, le balcon était pâle et réfléchissant comme une eau matinale, et 1000 reflets de la ferronnerie de son treillage étaient venus s'y poser. Un souffle de vent les dispersait, la pierre s'était de nouveau assombrie. Mais, comme apprivoisée, il revenait. Elle recommença imperceptiblement à blanchir et par un de ces crescendo continus comme ceux qui, en musique, à la fin d'une ouverture, mènent une seule note jusqu'au fortissimo suprême en la faisant passer rapidement par tous les degrés intermédiaires, je la voyais atteindre à cet or inaltérable et fixe des beaux jours, sur lequel l'ombre découpée de l'appui ouvragé de la balustrade se détachait en noir comme une végétation capricieuse, avec une ténuité dans la délinéation des moindres détails qui semblaient trahir une conscience appliquée, une satisfaction d'artiste, avec un tel relief, un tel velours dans le repos de ces masses sombres et heureuses qu'en vérité ces reflets larges et feuillus qui reposaient sur ce lac de soleil semblaient savoir qu'ils étaient des gages de calme et de bonheur. Lierre instantanée, flore pariétaire et fugitive, la plus incolore, la plus triste, au gré de beaucoup, de celles qui peuvent ramper sur le mur ou décorer la croisée. Pour moi, de toute la plus chère depuis le jour où elle était apparue sur notre balcon, comme l'ombre même de la présence de Gilberte qui était peut-être déjà aux Champs-Élysées, et dès que j'y arriverais, me dirait « Commençons tout de suite à jouer au bar, vous êtes dans mon camp ». Fragile, emportée par un souffle, mais aussi en rapport non pas avec la saison, mais avec l'heure. Promesse du bonheur immédiat que la journée refuse ou accomplira, et par là du bonheur immédiat par excellence, le bonheur de l'amour, plus douce, plus chaude sur la pierre que n'est la mousse même, vivace, à qui il suffit d'un rayon pour naître et faire éclore de la joie, même au cœur de l'hiver. Je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà. On avait oublié ce que c'était que la lecture de Proust, non? Moi, j'avais oublié. J'avais le souffle court un peu. J'avais le souffle court et au début, j'ai eu du mal à trouver pas le rythme, c'est autre chose. La musique. Oui, la musicalité peut-être. Pas la musicalité, j'aimerais pas donner une musicalité à la lecture, même si j'en donne une. Mais j'ai... Bref, vous voyez peut-être ce que je veux dire. Ou non. Mais il y a quelque chose chez lui, c'est... On va dire c'est ça. Peut-être un ton. Un ton. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Alors, regardons. Qu'est-ce que j'ai lu ? Pas beaucoup, hein, finalement. Parce que avec ces pages, ça... Peut-être que je ferai une lecture pour terminer... Ouh là! Si je fais une lecture pour terminer, elle sera assez longue. Mais peut-être, c'est possible. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Surtout, je suis fatiguée. Surtout, prenez soin de vous. Voilà. Faites attention à vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et pardon, je me déplace.